Voilà, merci à Patrimoine canadien et au Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur appui financier qui rendent possible les séminaires, les ateliers et les activités de développement professionnel du REFAD. Des remerciements tout particuliers à nos présentateurs, Jacques Coul et Maxime Pelchat, de Cadre 21 pour l'atelier d'aujourd'hui intitulé La transversalité de la rétroaction dans son développement professionnel. Alors, Jacques, à toi la parole. Bien, merci beaucoup, Robert. Bonjour tout le monde. Merci de cette invitation, l'invitation du REFAD. Maxime et moi, on veut parler avec vous aujourd'hui d'un sujet pour le monde de l'éducation qui nous interpelle beaucoup, celui de la rétroaction, parce qu'à notre avis, celui de bien d'autres, c'est au cœur du processus d'apprentissage, peu importe l'environnement dans lequel l'activité d'apprentissage se déroule. Celui de la rétroaction, finalement, il est aussi intimement lié avec le mandat principal du Cadre 21, Cadre 21 qui est une organisation à but non lucratif, soutenu financièrement par deux paliers gouvernementaux, celui du Québec et le gouvernement fédéral. Et justement, dans le mandat principal qui est celui du développement professionnel. Lorsqu'on parle de développement professionnel, les boucles de rétroaction jouent un rôle quand même clé pour la progression des apprenants, dans ce cas-ci adultes, personnel éducatif. Donc, c'est un sujet que Maxime et moi avons préparé et essayé de l'aborder dans justement un regard transversal pour qu'on puisse ensuite faire des connexions par rapport à chacun de nous ici, par rapport à ce qu'on fait, le rôle que l'on joue dans le système d'éducation. Et c'est pour ça qu'on souhaite en tout cas qu'il y ait une dimension réflexive qui accompagne votre moment ici dans la formation. Donc, on a quelques visuels qu'on va présenter et aussi, il y aura aussi, au lieu d'être un monologue, l'occasion d'échanger. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir mon collègue Maxime avec moi. Maxime, à toi. Ah ben Jacques, quelle intro. Alors moi, ça me fait plaisir aussi. Je suis présentement en direct de Lévis, même si j'ai l'air dans le corridor au bureau à Montréal. Et ça me fait plaisir d'être là. Fait que je vais assister Jacques justement là, dans le clavardage. Fait que si vous voulez poser des questions, réagir, le clavardage est le lieu tout indiqué pour le faire. Et puis je vais vous partager dans quelques instants le lien vers les diapos de notre présentation qui peuvent être utiles justement pour poursuivre avec nous. Voilà. Bien, merci, Maxime. Et puis, c'est ça, on va aborder ce sujet ici avec à peu près 3 regards différents. Et ces diapositives-là je pense que le lien est partagé. Je pense que le plus simple pour moi, Maxime, je vais commencer le partage. Et à ce moment-là, en tout temps, hein, les gens, vous pouvez commenter, poser des questions. Puis à différents moments, je vais faire un arrêt au puits et aller demander à mon collègue qu'est-ce qu'il y en est. Donc, donnez-moi juste un instant que je vous partage l'écran et vous devriez voir à l'instant les diapositives que je vais mettre en mode lecture. Maxime, tu me confirmes qu'on voit bien la première diapositive? Oui, on voit le plein écran qui se charge et puis je viens de partager le lien avec le lien raccourci dans le clavardage. Et je le referai à quelques reprises là, avec les gens qui vont se joindre à nous en cours de route. Parfait. Bien, on va se lancer dans le sujet comme tel. Oui. Voilà. OK. Donc, les 3 objectifs de l'atelier d'aujourd'hui, on a arrêté ça sur les dimensions d'abord de la nature aidante de la rétroaction. Mettre en lumière justement cet aspect à aider, lorsqu'on regarde même la définition de la rétroaction, tu as le dictionnaire d'éducation qui parle de communication d'informations qu'une personne reçoit suite à ses actions, ses attitudes, ses comportements. Il y a Scalon de l'Université Laval qui
disais que la rétroaction, c'est une modalité de régulation qui a comme objectif d'informer l'apprenant sur la qualité de son activité d'apprentissage. Puis Wiggins termine en ajoutant que ça fournit à l'apprenant des informations sur ses apprentissages, en plus de lui apporter le soutien nécessaire. Donc, de là, la nature aidante. On va ensuite, nous, porter un regard sur, justement, la transversalité avant ça, voir qu'on peut apprécier les formes de rétroaction à différents moments dans le processus d'enseignement-apprentissage, avant, pendant et après. Et aussi, finalement, pour pouvoir le contextualiser à divers endroits, divers sujets. Et puis, oui, on peut avoir une formation sur la rétroaction comme telle, mais on peut vivre et aller chercher les bienfaits de bonne rétroaction au travers de formations sur une variété de sujets. Donc, de là, cette dimension de transversalité. Voilà. Je vous invite, et si ce n'est pas pour cet atelier ici, vous pourriez conserver ce conseil ici pour n'importe quel autre atelier, pour nous aider à adopter une posture plus réflexive dans nos échanges ou dans ce qu'on vit. Et lorsqu'on écoute un sujet, on peut se demander, bon, ben, par rapport à ce sujet-là, qu'est-ce que je fais présentement que je pourrais justement modifier pour améliorer? Ou bien, quels aspects, dans ce cas-ci, de la rétroaction, que je voudrais vraiment mettre en valeur davantage, amplifier? Ou bien, est-ce qu'il y a des éléments dans ma pratique que je voudrais peut-être mettre de côté? Donc, c'est un outil simple, modifier, amplifier, rejeter, que vous pouvez traîner avec vous, que ce soit des post-it de couleur, que ce soit des notes écrites ou un document collaboratif. C'est un petit conseil du jour que vous pourriez utiliser tout au long de, par exemple, cet atelier ici, lorsqu'à un moment donné, on va vous interpeller sur peut-être des façons de faire que vous déployez déjà. Donc, les mots-clés, justement, rétroaction, transversalité et formation continue ou développement professionnel. Je suis très conscient qu'au niveau collégial, formation continue peut avoir un autre sens, mais formation continue dans le sens de développement professionnel. Ça va justement être en toile de fond de l'ensemble de nos échanges ici. Donc, lorsqu'on parle, je vous ai donné il y a un instant passé la définition classique de ce que c'est la rétroaction. Eh bien, en fin de compte, si on veut qu'elle soit efficace, eh bien, on cherche d'abord à faire un commentaire qui soit positif, mettre en lumière des éléments clés et aussi, surtout, de situer l'apprenant dans ses apprentissages. Où est-ce qu'il se trouve justement dans ce continuum d'apprentissage-là pour aussi lui proposer des pistes d'amélioration dans la suite de ses activités. Donc, cette dimension-là ou ces dimensions-là peuvent caractériser une rétroaction qu'on qualifierait d'efficace. Nous, au cadre 21, on s'est amusé, donc je ne parle pas de Universal Serial Bus, mais plutôt de rétroaction USB. On croit que la nature d'une rétroaction, elle peut être utile à l'apprenant, elle peut être spécifique par rapport à des actions précises relatives à la tâche, et aussi sa dimension bienveillante, la bienveillance, pas juste avec nos élèves, nos étudiants, mais aussi entre nous qui sommes en situation d'apprentissage en développement professionnel, par exemple. Donc, prendre soin de cette dimension affective, ça peut justement éviter à poursuivre la route. Et si on a justement des pistes d'amélioration, bien, tiens, ça nous permettra d'avancer de façon itérative. Lorsqu'on est à élaborer une rétroaction, qu'elle soit écrite, qu'elle soit verbale, qu'elle soit peu importe la forme ou le médium qu'on utilise, voici quelques balises qui pourraient vous être utiles dans justement la rédaction d'une bonne rétroaction. Évidemment, les critères sur lesquels est basée l'évaluation, c'est basé la tâche de les rappeler clairement par rapport à sur quoi c'est basé justement cette rétroaction-là.
on invite les gens qui font de la rétroaction avec nous au cadre 21, on les invite à mettre en lumière, à faire un commentaire sur un fait saillant qui compose le travail qui a été soumis par l'apprenant. Et ça permet ensuite d'offrir une piste d'exploration qui permet d'avancer. C'est important aussi de pouvoir souligner les accomplissements, puis aussi les éléments qu'on invite à retravailler ou à peut-être aborder avec d'autres pistes ou un autre angle. Et évidemment, dans cette nature bienveillante-là de la rétroaction, encourager les gens dans la poursuite de leurs apprentissages parce que justement, c'est quelque chose de dynamique. Je ne sais pas, Maxime, est-ce qu'on a quelque chose à signaler à ce moment ici? Ben, je dirais que jusqu'à maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir la grande diversité des participants qui sont avec nous aujourd'hui. Là, on en compte déjà près d'une cinquantaine. Il y a Marjorie England qui justement faisait référence à un article tout récent qui est paru dans l'école branchée relativement à une conférence virtuelle que John Hattie a donnée là, tout récemment, puis qui était question justement de la rétroaction, mais particulièrement du « et après ». Puis je trouvais ça particulièrement intéressant parce que cette notion de avant, pendant, après, ben ça se colle justement aux propos qu'on va aborder ensemble ce midi. Fait que j'ai d'ailleurs mis le lien pour ceux qui s'intéressent dans le clavardage. Voilà. Tu fais bien de le souligner. Hein? C'est la rétroaction qui est partie prenante et intimement reliée dans tout ce processus d'apprentissage-là, avant, pendant et après. Ici, on va vous montrer des exemples. Donc, nous, pour vous présenter des choses plus concrètes ou des exemples concrets, bien, on s'est tourné vers ce qu'on fait au cadre 21. Pour ceux qui seraient peut-être moins familiers, hein, ce sont des formations qui se font en ligne, en asynchrone, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de calendrier. Les gens choisissent un sujet ou un niveau de sujet et explorent un contenu. Et selon les niveaux, les 4 niveaux qu'on a, peuvent expérimenter une activité et faire un retour et de raconter son histoire avec une documentation à l'appui. Et c'est notre système, notre modèle pédagogique fondamental. Ce qu'on a ajouté dans notre modèle de développement professionnel au cadre 21, ce sont justement ces boucles de rétroaction-là. Et on est très heureux de vous mentionner que l'ami Robert Grégoire, qui est notre animateur, est une de ces personnes-là. Et Robert fait ça dans son temps perdu entre 23h30 et 1h15 du matin, à réagir aux réflexions que font les apprenants par rapport au sujet. Dans ce cas-ci, c'est éduquer la cybersécurité. Et Robert va donner une rétroaction à chacune des réflexions soumises par les apprenants qui cherchent à avoir un badge numérique. Et évidemment, il a des balises sur lesquelles composer ces réponses-là. Dans cette optique de USB qu'on disait tantôt, hein, de donner un feedback qui soit utile à la personne, qui soit spécifique au sujet à l'étude, et aussi avec toutes les belles qualités humaines de l'ami Robert et des autres, de pouvoir inviter la personne à poursuivre ou même de souligner l'accomplissement. Ce que vous avez à l'écran ici, c'est un exemple. Et la rétroaction, dans notre cas, elle est remise par moyen de courriel aussi, simplement que ça. Dans ce cas ici, c'est Vincent Lemieux qui est notre responsable de rétroaction. On ne nous appelle pas des évaluateurs, on nous appelle des responsables de rétroaction qui répond à un ou une apprenante, là, le nom est masqué ici, qui a fait part de sa réflexion, selon les critères et les questions qui guident, dans le sujet de la classe inversée. Et je ne vais pas lire toute sa réponse à lui. Par contre, j'aimerais faire ressortir quelques éléments. J'ai rempli tantôt le crayon que je démontrais, quels sont les éléments d'une bonne rétroaction. Eh bien, à un moment donné, il mentionne, non, vous êtes au départ d'une réflexion intéressante. C'est bien parti l'affaire. Et ensuite, il rejoint cette dimension de spécificité. Vous tirez profit de capsules déjà existantes. Ça pourrait être une bonne idée de pouvoir poursuivre. Donc, c'est une piste. Une autre piste, des logiciels simples comme Movie Maker qui vous permettront de produire les vôtres, hein, dans le contexte de classe inversée.
et à la toute fin, le dernier paragraphe qui est cet appel à l'action-là. Ce qu'on cherche vraiment, puis je pense qu'on pourrait transposer ça dans chacune de nos réalités, que ce soit d'enseignants ou de CP ou autre, c'est de cette personnalisation-là. Oui, c'est un gabarit de réponses, mais chacune d'elles est personnalisée pour que la personne qui reçoit cette rétroaction sente que, oh, OK, on a pris la peine de lire ce que j'ai fait et on me donne un feedback qui, moi, me permet, c'est pas quelque chose de tout cuit d'avance, puis je peux, à ce moment-là, m'appuyer là-dessus dans la suite des choses. Ici, c'est une question que je vais vous laisser ouverte comme ça parce que Maxime, tu conviendras, on va y revenir plus tard dans le dernier droit de notre présentation, parce qu'on sait que les médiums et les moyens d'offrir de la rétroaction aujourd'hui, avec les leviers numériques, sont multiples. Hein, on peut avoir de l'audio, de la vidéo, des questionnaires interactifs, des interactions sur un réseau social, des traces dans un portfolio numérique ou aussi d'autres outils d'aide numérique à l'écriture ou à la lecture. D'ailleurs, je fais référence à un billet sur notre blog de Cadre 21 qui traite de la question. Mais ici, c'est peut-être vous inviter à justement vous dire, bien, dans ma réalité, ce que je fais dans mon milieu, c'est quoi les leviers numériques? J'utilise le terme levier souvent. Quels leviers me permettent justement d'offrir autant que possible une rétroaction qui se voudrait utile, spécifique et bienveillante? Donc, c'est peut-être quelque chose que vous voudriez aussi partager dans notre couloir de conversation parallèle, qui est le clavardoir. Donc, je reviens ici. Voilà. On va maintenant aborder la dimension de la transversalité, c'est-à-dire la rétroaction qui peut être recoupée sur plusieurs contextes ou plusieurs sujets différents. Il y a des éléments clés qui sont importants à notre avis à partager. Parce qu'on a au Cadre 21 une formation qui porte sur la rétroaction aux apprenants, oui, où on creuse ce sillon-là davantage, mais des éléments de la rétroaction, ce genre de pop-up qui surgissent dans d'autres contextes de formation, que ce soit en gestion de classe, que ce soit en écriture collaborative, la vidéo. Vous avez deux acronymes en bas sur cette diapositive-là, SOSA et CEA. SOSA, c'est savoir organiser ses apprentissages, toute l'importance de la méthodologie, des fonctions exécutives, hein, faire sa job d'apprenant. Ou encore la conception universelle de l'apprentissage où la rétroaction a une place et sa place dans cet univers-là. On a parlé de la classe inversée tantôt comme exemple. En haut à droite, vous aurez remarqué le sigle de l'équipe de la FADIO. On est très heureux de dire qu'on est en un beau partenariat avec la FADIO. Ça, c'est Fondation à distance Interorg, bas du fleuve, région du Bas-Saint-Laurent, pour le développement de formations spécifiques au contexte de formation à distance. On sait tous que depuis le début de la pandémie, il y a eu ce virage très prononcé et on s'entendra tout le monde, je crois que les besoins de formation ne vont pas s'estomper maintenant que ça fait 5-6 mois que c'est là, puis d'habitude, on passe un autre appel. Au contraire, je pense qu'il faut soutenir justement l'offre de ressources et de formation. Et le premier sujet qui est présentement en chantier, c'est justement les tâches évaluatives en formation à distance. Donc, vous aurez compris que la dimension de la rétroaction est intimement liée au traitement de ce sujet-là. Donc, les contextes sont multiples, mais au travers de ces contextes multiples, il y a des dimensions qui demeurent, qui sont transversales. Ici, nous, au Cadre 21, on s'appuie beaucoup sur les 4 dimensions et leurs fonctions des écrits de Rodet. Et qu'est-ce qui constitue les dimensions de la rétroaction? Bien, il y a la dimension cognitive, métacognitive, affective et méthodologique. Donc, dans les diapositives qui vont suivre, on va essayer de partager des exemples, peut-être d'autres exemples de courriels, comme on a vu tantôt avec celui de la classe inversée, où on est capable d'identifier ces dimensions-là. Est-ce que, Maxime, je me tourne vers toi, est-ce qu'il y a quelque chose
c'est un cue pour que je puisse prendre une gorgée d'eau. Oui, c'est bien ça, d'ailleurs, de s'hydrater pendant ce genre de présentation-là. Eh ben, en ce moment, je rappelle, dans le fond, à tous les participants de ne pas se gêner à réagir dans le clavardage. Je veux même justement reporter la question que tu soulevais tout à l'heure de quel levier numérique me permettre d'offrir des rétroactions USB. Fait qu'on on peut échanger à ce sujet-là là, pendant la présentation. J'en ai d'ailleurs profité aussi pour mettre un lien vers ce que l'équipe de la FADIO a présenté lors de la semaine de la formation à distance au sujet justement des tâches évaluatives en formation à distance. Fait que vous retrouvez le lien vers leur Geniali, très complet justement là-dedans. D'ailleurs, on fera un petit retour à ce sujet-là d'ailleurs en fin de parcours. Tout à fait. Donc, aussi, on a mentionné d'entrée de jeu que la rétroaction se situe dans le temps, le avant, pendant et après. Et dans le cas d'une activité d'apprentissage, il y a l'activation, s'installer dans une tâche d'apprentissage, la faire, la vivre, et ensuite un tremplin pour la suite des choses. Et le continuum de rétroaction, ça peut se faire. La rétroaction peut avoir lieu à tous ces moments-là. Donc, si on veut clairement établir les intentions d'apprentissage, je pense que c'est un terme qu'on voit de plus en plus, j'en suis fort heureux, intention d'apprentissage, de bien savoir, bon, mais il est, comme on dirait à Moncton, de quoi ce qu'on talk about, quelle est l'intention de l'apprentissage, et aussi de créer ce qu'on appelle cette zone d'empathie où justement on s'installe dans une tâche puis qu'on peut justement s'y investir. Donc, des rétroactions qui abordent ces deux dimensions-là peuvent être utiles à ce moment-là de l'activité d'apprentissage. Pendant une activité, la dimension cognitive, la dimension méthodologique peuvent être des leviers importants, des exemples de formulation. Dans cette partie de votre réflexion, il serait intéressant peut-être d'ajouter la notion de. On est purement dans le cognitif, alors que d'ajouter, il serait pertinent d'appuyer cette affirmation par une référence. Bon, on est dans de la méthodologie. Donc, ce sont justement deux dimensions qui trouvent très, très bien leur place pendant. Ça n'exclut pas les autres, mais ici, on vous les donne à titre d'exemple. Par la suite, on est capable de faire un retour sur justement qu'est-ce qui a été atteint, qu'est-ce qui a été réalisé comme apprentissage, et peut-être rappeler quels étaient les objectifs, et aussi cette dimension affective qui, moi, me tient à cœur, avec le petit cœur dans l'ovale, amener l'apprenant à trouver des éléments de motivation et d'encouragement, puis augmenter justement ce fameux sentiment de compétence. On est des êtres humains habités par ces sentiments de compétence, les SEP, comme d'autres appellent le sentiment d'efficacité, donc de vouloir continuer dans la suite des choses. Donc, ce sont des exemples de dimensions de la rétroaction qui peuvent se retrouver à tout moment de l'activité d'apprentissage. Maintenant, on va revenir sur cette dimension-là du développement professionnel. Je vous ai montré un peu plus tôt la diapositive avec les différents sujets que Cadre 21 offre et qui permettent justement de faire appel à de la rétroaction aidante à divers moments. On a une série d'exemples et j'ai le grand privilège de pouvoir voir ces échanges-là entre ce que la personne a soumis comme réflexion et la rétroaction qui lui est offerte par réponse par courriel. Et ce que vous voyez ici à l'écran, ce sont des cas réels. Et je trouvais intéressant de les retenir, de faire un choix, parce que dans les exemples que vous avez, ben, on peut mettre le doigt sur quelques-unes de ces dimensions-là de la rétroaction selon les 4 de Rodet. Il y en a une ici, le contexte, c'est la vidéo créative, c'est-à-dire utiliser la vidéo qui peut justement permettre une rétroaction instantanée et très active, ou un dialogue entre l'élève et l'enseignant. Bien, dans cet exemple ici, ce qui est en caractère gras,
ben, ça touche un peu chacune de ces dimensions-là. Hein? Lorsqu'il demande ici, merci de la réflexion, malheureusement impossible d'analyser en profondeur, est-ce qu'il est possible d'élaborer un peu ce que vous retenez de la formation? Hein? Et puis ensuite, il tombe dans le plus spécifique. Vous mentionnez que la vidéo sera de plus en plus utilisée. Est-ce par vous? Est-ce un constat général? Ensuite, dans le troisième paragraphe, comment pensez-vous intégrer cette approche dans votre pratique avec les autres questions qui s'en suivent? Et cette dimension affective qu'on retrouve à la fin, je voudrais vraiment t'en donner encore plus la rétroaction. J'ai hâte de te relire. Je vous invite à poursuivre votre réflexion, me partager vos constats. Donc, dans le cas ici, Pierre-Olivier, on ne lui a pas dit, garde, prends le texte suivant, puis copie-colle, puis change le nom au début. Non, ce n'est pas du tout ça. Les balises sont là, les éléments d'une rétroaction aidante et utile sont clairement définis, mais il y a la personnalité et l'expertise de Pierre-Olivier, dans ce cas ici, dans le sujet de la vidéo, qui lui permet justement de rédiger une rétroaction qui, à notre avis, touche bien les diverses dimensions, puis qui en plus qui deviennent utiles, spécifiques et aussi bienveillantes. Un autre exemple, dans ce cas ici, c'est le contexte d'une formation qui s'appelle les jeux d'évasion pédagogique, hein, les fameux breakouts. Et Julie Chandonnet, pour ne pas la nommer, qui est aussi l'experte de contenu, mais qui offre la rétroaction, répond ici à un apprenant et elle touche vraiment dans le détail les aspects cognitifs et même métacognitifs de ce que la personne a proposé comme jeu. Donc, dans ce cas, cet exemple précis ici, c'était à la fin d'un jeu d'évasion, l'enseignant avait fait une période d'objectivation avec ses élèves en utilisant Meet, Google Meet dans ce cas ici. Mais Julie commence d'abord en lui disant, regarde, je te rappelle que j'ai évalué j'ai regardé ta réflexion en tenant compte des critères qui sont déjà connus au départ. Dans ce cas ici, on les nomme suffisance, pertinence, clarté, qualité. Et dès le deuxième paragraphe, wow! Et puis, elle élabore justement comment elle a été impressionnée par ce que cet enseignant-là fait et va justement ressortir des éléments précis. Le fait qu'elle souligne le retour qui a été fait avec les élèves, c'est contextualisé à la période du confinement qu'on a tous vécu. Hein, c'était toutefois un bon choix d'activité dans le contexte actuel des choses. Elle fait la mention, elle dit qu'elle adore la mention difficile de ne pas intervenir et à la fin, elle dit basé là-dessus et les critères, ça fait plaisir de te l'accorder et puis vas-y, lâche pas, beau projet d'été, vous préparez la rentrée peut-être, félicitations et on continue. Donc, c'est un autre type d'exemple. Évidemment, il y a le temps que ça prend pour d'abord lire, assimiler tout ça. On est tous conscients de l'effort que ça demande. Et ça nous ramène aussi sur les leviers numériques qu'on peut choisir. Ça peut être en audio. Je me souviens très bien qu'un de nos responsables m'avait demandé, Jacques, est-ce que je peux donner une rétroaction en me filmant? Parce que j'ai tellement de choses à vouloir dire. Il me semble que je pourrais passer mon message en faisant une captation vidéo puis en envoyant cela. Oh oui, tout à fait. Donc, c'est un levier qui a pu être utilisé dans ce cas-là. Je vous ajoute la troisième ici, puis peut-être après celle-ci, me tournerai du côté de Maxime. L'impact d'une bonne rétroaction ou d'une belle expérience vécue, ici, c'est un retour. Donc, l'apprenant, son prénom, c'est Julien. Il a suivi une formation, dans ce cas ici, savoir organiser ses apprentissages. Je parlais des fonctions exécutives, la méthodologie, tout ça. Donc, faire sa job d'apprenant. Et il réagit par rapport à la rétroaction qu'il a reçue et l'impact que cela a eu. Donc, hey, je ne m'attendais vraiment pas à recevoir une rétroaction humaine de surcroît. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Cette personne disait, je pensais que c'était quelque chose de réflexion plus personnelle et individuelle, mais je suis ravi de constater le contraire.
Et ensuite, elle poursuit, cette personne-là, il poursuit en parlant du sujet comme tel, comment est-ce que dans son milieu à lui, wow, il veut vraiment pousser ça vers ses collègues et devenir ce que j'appelle un agent de contamination positive. Donc, je trouvais ça intéressant de mettre en lumière celui-là pour voir, c'est juste un exemple, c'est anecdotal, c'est sûr, mais de voir l'impact que peut avoir justement une rétroaction de qualité sur la suite. On parlait de tremplin dans une diapositive précédente. Maxime, est-ce qu'il y a des choses à signaler? Ben, j'ai partagé beaucoup d'éléments parce que, évidemment, là, on prend des exemples que tu cibles vers des exemples concrets là, à travers les formations puis qu'on offre là, dans notre offre virtuelle et numérique là-dessus. Et puis, j'ai partagé quelques éléments pour en savoir un peu plus parce que là, évidemment, on pointe directement sur le processus de rétroaction là, qui est fait aux apprenants dans le cadre d'un développement professionnel. Mais il y a justement, peut-être que ça peut susciter de l'intérêt sur qu'est-ce que c'est exactement cette formation-là. Fait que j'ai mis des liens pour en découvrir justement un petit peu plus. Puis notamment, on peut voir que la rétroaction, parce que là, comme je disais tantôt, on fait le focus sur la rétroaction faite à l'apprenant dans le cadre de son développement professionnel, mais dans chacune de ces formations-là, on s'aperçoit que la rétroaction, elle est très présente comme dimension. Tu parlais tout à l'heure de la vidéo créative dans laquelle justement l'utilisation de la vidéo avec des apprenants, puis là, peu importe justement l'âge des apprenants, peut être vraiment un outil intéressant pour mettre un processus de rétroaction en place entre l'enseignant et les apprenants. Même chose du côté de jeux d'évasion, à quel point la rétroaction prend une place importante, notamment dans la période d'objectivation qu'on suggère fortement de faire tout de suite après l'activité, puis de voir les stratégies qui ont été mises en place pour justement trouver solution aux différentes énigmes qui sont proposées. Puis bien, dans savoir organiser ces apprentissages, ça va de soi là, que la rétroaction est directement là sur justement les approches métacognitives, sur ce fameux apprendre à apprendre dans lequel il faut guider les apprenants, et ce, peu importe leur âge, hein, qu'ils soient de la maternelle, qu'ils soient à la formation aux adultes, qu'ils soient au poste secondaire. Donc, c'est des dimensions importantes là, à ce niveau-là. Fait que c'est comme si on en parle d'un point de vue de processus de développement professionnel, mais évidemment, elles sont bien intégrées aussi dans les différentes stratégies qui sont abordées dans ces formations-là. Là. C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que c'est certain que selon, on parle de transversalité, pas juste au niveau des sujets, mais aussi au niveau des ordres d'enseignement. La posture de rétroaction qu'on adopte lorsqu'on enseigne au primaire, par comparaison avec un contexte d'andragogie, par exemple, de formation des adultes, ou au secondaire ou au post-secondaire, c'est sûr qu'il y a ces particularités propres à chacun de ces ordres d'enseignement-là. Mais même au travers de ces particularités-là, il y a des dimensions plus universelles qu'on a tenté d'amener en surface ici, là, notamment avec celles de Rodet là, sur la dimension méthodologique affective. Finalement, la façon qu'on va la rédiger, le ton qu'on va prendre, la formulation et tout ça. Aussi le choix, excusez, le choix du médium pour qu'elle se rende rapidement à la personne à qui c'est destiné, ça entre en ligne de compte. Ici, nous avons choisi, Maxime et moi, de vous partager. Maxime a fait allusion il y a un peu plus tôt de ce que la FADIO avait présenté dans le cadre de leur semaine de la formation à distance qui s'est déroulée en février. Et il y avait justement un atelier qui touchait les tâches évaluatives, puis qui est aussi in extenso lié avec la formation en co-développement avec eux. Et on a retenu ce tableau ici. J'oublie les auteurs. Là, je sais que c'est 3 auteurs américains. Elle a été traduite et le tableau a été adapté en français. Le modèle PICRAT, avec un hyperlien vers justement la source de ce modèle-là. Et ce modèle-là, on pourrait mettre SAMAR, on pourrait mettre TIPAC ou d'autres. À la base, c'est essentiellement la même chose, c'est-à-dire la posture que j'ai comme apprenant et la posture que j'ai comme enseignant. Hein, je peux être un apprenant passif où je peux interagir, où je peux ensuite
ou être dans une posture plus créative. Et comme enseignant, un peu comme Samer nous montre rapidement, je peux soit remplacer, le R est un peu comme le S de Samer, la substitution. Je peux amplifier des activités ou mon enseignement ou encore transformer la tâche. Donc, vous avez toutes ces configurations possibles là. Et c'est certain que intervient directement là-dedans la dimension, le lien avec les outils numériques. Et ça nous a amené, Maxime et moi, à cogiter, à penser justement avec cet éventail de plus en plus impressionnant et diversifié de différents leviers numériques, eh bien, ça offre des occasions, pas toujours évidentes pour les gens qui s'ouvrent, qui commencent à s'ouvrir sur une intégration judicieuse du numérique, mais qui peuvent aussi être très aidantes pour que la rétroaction soit efficiente, comme on disait au tout début. Nous, on veut juste partager avec vous des éléments de réflexion qu'on a eus en regardant le tableau, le modèle PICRAT, puis en préparant la formation ici. Jacques? Oui, vas-y. Ouais, je t'interromprai avant que tu poursuives justement dans les questions qu'on a soulevées puis qu'on veut proposer justement aux participants. Il y a Serge ici qui pose la question à savoir si on pouvait peut-être redéfinir un peu dans le fond le concept de transversalité tel qui était comme présenté dans le titre même de notre atelier aujourd'hui. Il demande, est-ce que dans le cadre de cet atelier, il s'agit principalement de regarder les rétroactions sous plusieurs angles, stratégies, activités pédagogiques, ou il faudrait voir ça de d'autres angles aussi, là? Qu'est-ce que tu lui proposerais comme réponse? Ben, comme tu sais, Maxime, quand on a préparé la première mouture de cet atelier ici, on visait à mettre en lumière les dimensions de la rétroaction, métacognitive, cognitive, affective et méthodologique, et qui, elles, sont transversales, peu importe les sujets ou peu importe l'ordre d'enseignement. Et c'était justement plus dans ce regard-là que ces différentes dimensions-là de la rétroaction, et peut-être que d'autres auteurs en ajoutent d'autres, mais pour nous, on trouvait ça intéressant de mettre ça en lumière davantage parce qu'on constate au travers d'une diversité de sujets qui sont travaillés l'importance de pouvoir aborder l'une ou l'autre ou l'une et les autres de ces dimensions-là pour que la rétroaction soit aidante justement à l'apprenant. Je ne sais pas si tu voulais ajouter à ça, Maxime? Oui, ben c'est ça, moi, ça me fait penser au fait que de vivre soi-même la rétroaction comme apprenant. Dans un contexte de formation continue peut justement nous inspirer à l'intégrer puis donner des nouvelles façons de l'intégrer avec l'accompagnement qu'on fait, soit avec nos élèves, avec nos étudiants, quand on est conseiller pédagogique avec les enseignants, le personnel scolaire qu'on accompagne et tout ça, même chose pour les directions, parce que je vois qu'il y a effectivement une grande diversité des participants aujourd'hui. Fait que je pense que la transversalité peut être aussi quasiment dans un concept de transfert aussi. Là, je vis quelque chose, ça m'inspire, et puis je le recontextualise dans ma pratique. Là. Tout à fait. Notion de recontextualisation, tout à fait. On poursuit ou... Oui, c'est ça. Puis merci, Serge, de cette question. Puis j'encourage justement les autres participants à ne pas se gêner justement de le faire puis de nous interrompre pendant cette présentation. On s'est posé la question dans l'équipe ici, pourquoi on fait un choix technologique dans ce cas ici très simple pour donner de la rétroaction? Le courriel, on en a vu des exemples tantôt. Et là, on remonte à 2015-2016, à la genèse de Cadre 21, et ensuite, ça s'est confirmé au fil des ans. Et on savait très bien que si on voulait rejoindre la personne pour que justement cette rétroaction-là bien
articuler autant que possible, puisse servir à quelque chose. Bon, on a fait un choix technologique simple. C'est-à-dire, on a voulu éviter, il y a peut-être des gens qui se sentent un peu, peut-être moins confortables à avoir à faire un login, d'aller trouver la messagerie instantanée, puis j'oublie que j'ai une boîte de messages là-dedans. Ça peut sembler un peu difficile pour certaines personnes. Donc, par contre, on savait très bien, on est tous d'accord que le courriel demeure encore quelque chose de très présent dans nos vies professionnelles et personnelles. Et ça a été justement pour nous de configurer notre système pour que lorsque la personne qui est dans la plateforme et qui soumet sa réflexion écrite avec des liens à partir d'un formulaire intégré dans la plateforme, eh bien, la plateforme qu'on a travaillée récupérait ceci, le mettait dans un format de courriel qui était directement envoyé dans la boîte de courriel du responsable de la rétroaction. Par exemple, Robert, qui est avec nous ici, il reçoit des courriels à une adresse particulière et tout de suite peut lire et voir ce que l'apprenant soumet comme réflexion et exemple. Et il n'a qu'à faire répondre et à répondre directement par courriel. Donc, c'était pour nous une question, on sentait que c'était plus efficient. Donc, je vous ai parlé tantôt de l'exemple de Pierre qui disait, Jacques, que j'aimerais vraiment pouvoir répondre à cette personne-là en me filmant. Et est-ce que je peux utiliser la vidéo pour, je lui donnerai le lien dans mon courriel? Oui, tout à fait, vas-y. Donc, c'est un choix qu'on a fait contextualisé par rapport à notre réalité, notre disposition. Et on pourrait faire d'autres choix numériques dans d'autres dispositions, dans d'autres contextes là, qui nous amèneraient complètement ailleurs. Puis, je suis certain qu'on pourrait tous ici nommer une cascade, une pléiade d'applications ou d'espaces ou de moyens qui permettent de donner une rétroaction aidante. Est-ce que tu voudrais prendre cette question-là, Maxime? Peux-tu élaborer sur la deuxième ici? Ouais, mais j'attendais de peser sur le piton pour même pour même l'envoyer dans le clavardage parce que je trouvais qu'elle se présentait bien justement à la poser à tout le monde. Fait que j'y vais même de ce pas, cliquer. Ah, OK. Sur justement, selon vous, comment bonifier une rétroaction, la rendre encore plus aidante, parce que c'est ce qu'on désire aussi à ce niveau-là. Puis à la lumière des éléments qui ont été présentés là, sous les 4 dimensions, notamment, qu'est-ce que ça vous inspire en mettant les considérations technologiques comme tremplin, comme outil pour, comme tu dis souvent, Jacques, faire mieux ce qu'on fait bien? Oui. Vous savez que si on avait été dans un atelier en présentiel, dans une salle avec des post-it ou autre, ou avec un Padlet, nommons-le, on aurait pu justement vivre ensemble ce partage-là. Je pense que le clavardage vous donne une occasion de faire part. Moi, j'y crois énormément dans ces conversations parallèles-là. Parce que même si je ne les lis pas, parce que mon attention est surtout sur le contenu des diapositives, de savoir que ce partage-là aussi peut aussi servir d'inspiration aux autres gens ici. Les pratiques innovantes, on sait qu'il y a des gens qui sont tellement astucieux dans leur façon d'offrir de la rétroaction. On commence à avoir de plus en plus, justement, des façons très originales et performantes ou efficientes de donner une rétroaction qui soit aidante. Je donnais l'exemple de la vidéo, mais on pourrait aussi, puis probablement, il y a bien des gens dans le groupe ici qui en savent bien plus que moi à ce sujet-là, à pouvoir dire, j'ai vu telle façon de procéder avec tel médium, dans tel contexte, et ça rejoint l'apprenant d'une manière vraiment précise et particulière, puis ça a été une expérience positive. Ou bien qu'on a fait des choses, ça a moins bien été, puis ça nous a permis de façon itérative à se tourner vers d'autres choses. Et à partir de là, on a pu voir des accomplissements intéressants.
Puis Maxime, tu m'interromps s'il y a des choses à partager là, à tout moment, ce que les gens vont mentionner. Ouais, ben ici, Jacques, il y avait Marie-André qui parlait du modèle du hamburger comme façon de bonifier justement une rétroaction. Elle écrit ici dans le clavardage un élément de compétence bien réussi, un élément à améliorer et une réaction positive sur l'attitude. Donc, travailler compétences interpersonnelles aussi. Fait que je trouvais ça intéressant. J'étais en train de réagir à ce sujet. Midi 49, on parle de hamburger et mon Dieu. On sait aussi que l'avenir, je veux dire, il y a cette phrase de William Gibson en 2003 qui disait que l'avenir est déjà ici, il n'est tout simplement pas distribué de façon uniforme. Et on commence à voir ici et là des choses qu'on n'aurait cru pas possibles il y a peu de temps se manifester. On s'entend que tout l'avenir de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation, oui, ça offre son lot de défis et de mise en garde, mais aussi de potentiel, de potentialité. Ça va être intéressant de voir justement l'évolution de quelle façon on est capable de mettre à profit, mettre à profit positif là, en termes d'apprentissage, des éléments d'intelligence artificielle qui vont pouvoir justement donner une réponse ou des pistes précises et aidantes dans divers contextes. Donc, moi, a priori, je n'ai pas d'exemple à vous montrer ici, sauf que théoriquement, du moins, on sait que si c'est bien fait et qu'il ne va pas du tout substituer le rôle de l'humain dans ce mécanisme de rétroaction, mais plutôt le bonifier et de servir de bon tremplin, qu'on pourra configurer des dispositifs pour justement, de façon plus rapide et efficiente, d'offrir des rétroactions. Je parle d'intelligence artificielle. Il y a peut-être aussi d'autres éléments qu'il faut tenir à l'œil pour la suite des choses. Maxime, on est bon? Oui, ici, ben, c'est ça. Là, il y a Kim qui vient de partager que, bon, elle utilise dans le fond des outils qui sont déjà à la disposition parce que des fois, on utilise qu'est-ce qu'on a sous la main. Puis elle dit qu'elle utilise l'enregistrement de son écran avec PowerPoint afin de montrer le travail que l'étudiant a fait. Puis en commentant au fur et à mesure, selon les critères de rendement, là, je présume qu'ils étaient reliés aux critères d'évaluation et tout ça. Là. Puis ce que j'étais en train de lui répondre. C'était que je trouvais ça très, très utile et très concret pour travailler, pour viser le S du spécifique là, dans la rétroaction qu'on dit USB, permettre de vraiment d'aller cibler des choses précises de l'apprenant sur le travail, le produit, dans le fond, qui a offert là, dans ce contexte-là. C'est certain que j'ai toujours, quand on parle d'utilisation numérique, j'ai toujours privilégié les verbes au lieu des noms, mais s'il y a un exemple qui me vient rapidement à l'esprit pour l'avoir utilisé un peu d'un outil, mais quelque chose aussi simple que Screencastify, par exemple. Ou est-ce que par rapport à ce qui est devant, je peux tout de suite enregistrer, juste un peu comme que tu disais que Kim faisait, de pouvoir enregistrer à partir du visuel de mon écran et mon commentaire verbal, les deux ensemble, ainsi que ma souris, mon curseur qui se déplace. C'est un outil fort simple qui permet justement d'aller vers cette spécificité-là. Tout ce qu'on vient de présenter ici s'insère dans notre cas à nous, avec une perspective plus de développement professionnel, ça s'insère très bien avec les éléments qui caractérisent une formation qui se veut efficace. Ici, vous avez un résumé d'une méta-analyse de Mario Richard et d'autres collègues publiée en 2017 et qui tenait à mettre en lumière les modèles de formation les plus efficaces sont composés des éléments suivants. Et celle où il y a l'étoile, hein, cette démarche d'accompagnement qui repose sur le travail collaboratif. La démarche d'accompagnement, c'est vraiment justement
une porte d'entrée pour faire usage de rétroaction USB et efficiente. Donc, ce sont des éléments qui, pour nous, à notre avis, sont importants pour que l'expérience de formation soit la plus fructueuse possible. Parce qu'essentiellement, si on suit une formation, on veut que ça améliore notre apprentissage sur un sujet. On va moduler justement la formation à partir de ce qu'on observe. Les activités qu'on offre ne sont pas improvisées, mais quand même appuyées sur les fameuses données probantes et aussi l'animation experte des gens qui guident les apprenants. Prendre le temps justement de pouvoir le faire. Puis ça, pour nous, au cadre 21, ça a été très important au départ de dire, bon, ben, on ne va pas fixer de date limite ou de moment que tu commences à une telle date, tu finis à une telle date. Chacun a sa réalité, il peut prendre le temps qu'il faut. Laissons autant le temps d'agir. On parle de la démarche d'accompagnement depuis le début de notre atelier et aussi pour rendre tout ceci possible, qu'il y ait justement des faiseurs de possible, une direction ou une équipe qui crée justement les conditions pour que puissent justement se vivre des démarches de formation. Donc, Marie-Richard, 2017, c'est une méta-analyse. Je sais que le CITREC ou le RIR on avait fait un billet il y a quelques temps avec un lien vers le document PDF de mémoire. Pour nous, cette diapositive ici résume un peu notre démarche de développement professionnel, mais j'attire votre attention sur ce qui est écrit à l'intérieur des flèches grises. Parce que ce qui favorise justement un apprentissage de qualité, c'est intimement lié à l'engagement que peut avoir l'apprenant, puis avec le soutien que la rétroaction peut lui apporter. Une rétroaction qui soit avant, pendant et après autant que possible et qui permet justement de faire mieux ce qu'on fait bien et de valoriser justement les apprentissages qui sont vécus, cette dimension affective associée de près à la démarche professionnelle. Donc, une valorisation de ce qui est appris puis vers où on s'en va. Ce sont des valeurs, ce sont des éléments qui constituent un peu notre ADN par rapport à une démarche. Mais prenez cette image ici, transposez-la dans d'autres contextes, c'est essentiellement la même chose. Dans le contexte d'une salle de classe, un endroit où on peut consigner des traces ou des éléments d'accomplissement, les différentes formes de rétroaction qui se font et puis comment on est soit qu'on arrive à la fin d'une étape ou d'un niveau où on valorise et ensuite la reconnaissance qui s'ensuit. C'est à la base de notre modèle. Donc, moi, je terminerai ici avant de justement poursuivre la conversation sur des questions que les gens pourraient avoir, à répéter probablement que cette dimension-là de la rétroaction, dès le début, constituait un élément clé qu'on voulait intégrer dans notre modèle pédagogique de formation. Rappelez-vous la diapositive où tu avais l'apprenant qui disait hey, je pensais que c'était une réflexion individuelle, puis wow, quelqu'un qui prend la peine, un humain par ce quoi, qui me répond oh wow! Comme je disais, c'était anecdotal, mais je trouvais que ça illustrait bien ce qu'on cherche dans notre modèle à permettre. Donc, à ce stade-ci, je ne sais pas, Maxime, s'il y a des interactions à signaler. Comme je te disais, je vais peut-être arrêter mon partage, puis on pourrait voir s'il y a des questions ou des commentaires venant du groupe. La dernière diapositive ici, hein, si jamais vous voulez nous écrire, le courriel est là et notre site est là. Je te tiens à rappeler que les formations de Code 21 sont au Canada francophone, elles sont libres d'accès pour tout le personnel éducatif au Québec grâce au soutien du ministère de l'Éducation. On est reconnu comme un des partenaires officiels du plan d'action numérique et ça nous permet justement
de pouvoir offrir ces formations-là au personnel de tous les ordres d'enseignement au Québec, incluant les cégeps et les universités. Et pour le Canada francophone, que grâce au soutien dans le cadre du programme fédéral PodCan, les juridictions francophones scolaires peuvent justement accéder sans frais à ces formations-là. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des interrogations sur le sujet qu'on a ici ou tout autre sujet. Maxime? Oui, j'allais rappeler dans le clavardage un peu à l'invitation là, que tu viens de faire que on vous invite maintenant à peut-être utiliser l'option de lever la main dans le petit icône réaction que vous avez en bas là, dans Zoom. Vous avez le bouton lever la main. Donc, si vous avez le goût d'intervenir, discuter avec nous, on est clairement rendu là. Si vous voulez le faire de vive voix, c'est tout indiqué. S'il y en a qui nous quittent, merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir là, justement de pouvoir échanger avec vous ce midi. Moi, j'ai ouvert mon micro pendant que les gens se demandent s'ils ont des questions ou qu'on vérifie s'ils vont lever la main. Je ne vois pas personne. Puis j'anticipe un peu le coup parce que souvent, on n'a pas de questions, mais moi, j'en ai une, puis elle est sincère. Je ne la crée pas pour vous autres, mais dans une vie antérieure, moi, j'étais un entraîneur de ski alpin. J'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai fait la formation d'entraîneur, entre autres. Puis la chose qui est vraiment intéressante en ski alpin, c'est que le sujet, l'athlète, ne se voit pas. Alors, on lui montre des vidéos et on lui montre des exemples. Généralement, l'exemple, c'est l'entraîneur qui essaie de faire la plus belle descente possible avec les plus beaux mouvements, puis il dit « Regarde, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Puis ensuite de ça, on aligne les jeunes en haut de la piste, puis on leur fait signe, puis le premier descend, on l'arrête, on lui donne son feedback, le prochain continue. Puis c'est un peu ça le monde du coaching de ski alpin. Un des principes, puis c'est ma première question, un des principes qu'on avait toujours en ski alpin pour la rétroaction, c'est que pour qu'une rétroaction soit efficace, elle doit être immédiate. Alors, c'est ma première question à vous deux. Est-ce qu'il y a ce parallèle-là qui existe, que la rétroaction, pour être efficace, il faut la donner tout de suite? Ça, c'est une chose, puis je vais juste me permettre de pousser un tout petit peu plus. Du côté ésotérique, un tout petit peu, ce qui est intéressant dans la rétroaction en ski alpin avec des athlètes, c'est que tu peux toujours répéter la même chose, puis le comportement de l'athlète ne change pas, le geste n'est toujours pas plus réussi. Jusqu'à temps qu'on lui montre une vidéo de lui en action, et là, il dit « Ah, mais je ne pensais pas que j'avais l'air de ça, j'étais sûr que je le faisais. » Donc, est-ce qu'il y a cette analogie-là aussi? Est-ce que, alors, en ski alpin, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, on repositionnait l'athlète, on bougeait son corps pour lui montrer la contre-rotation, pour lui montrer, on dessinait dans la neige pour lui montrer à quel moment du virage qu'il devait faire quelque chose. On lui montrait un autre athlète en commentant. Donc, on augmentait ça, puis on accompagnait. Alors, est-ce que ce parallèle-là existe à quelque part dans l'enseignement que l'apprenant ne se voit pas et qu'il est convaincu de faire la bonne chose alors que, à quelque part, l'enseignant peut devenir ses yeux comme l'entraîneur l'est dans un domaine de ski alpin? C'est intéressant ce parallèle-là avec le ski alpin parce qu'en t'écoutant, Robert, j'avais en tête, je ne sais pas si tu as connu Fran Harris au Nouveau-Brunswick. Hein? Et puis, je dis ça parce qu'elle avait la responsabilité des programmes d'études d'éducation physique. Et il y a quelques années, puis j'oublie le nom de l'application, je devrais le... Et c'était justement un dispositif qui permettait aux profs d'éducation physique, aux enseignants d'éducation physique, et peu importe le niveau, de filmer très rapidement où le jeune faisait son mouvement, que ce soit un lancer au panier ou peu importe, et tout de suite allait taper sur la tablette pour se revoir immédiatement et c'est une application qui permettait de décortiquer le mouvement et on pouvait mettre le doigt sur tel élément.
Je sais que c'est une application qui a été utilisée par les équipes olympiques d'entraînement, mais c'est cette application-là pour le monde scolaire. J'oublie le nom, je ne sais pas si c'était Pathfinder ou quelque chose comme ça. Là. Donc, ça ne dit rien. Hein? Je devrais savoir parce que j'ai travaillé avec l'application Jacques. Moi non plus, je ne m'en souviens plus. Tu vois, de Ouais. mon côté, ça me fait penser, justement, puis ce matin, j'ai vu ça dans mon fil de nouvelles LinkedIn, quelqu'un qui repartageait un dossier de l'école branchée qui date déjà de l'automne 2018, qui parlait il parlait de réévaluer l'évaluation. Puis il y avait un exemple dans le riche dossier là, qui est là, il y avait un exemple précis à propos qui venait d'une école de parachutisme. Puis tu vois, quand tu as parlé justement de personnes qui ne se voient pas, là, je pense que ça peut être un bel exemple aussi là, à ce niveau-là. Je vais mettre le lien d'ailleurs là, vers ce dossier-là là, à propos de l'évaluation. Puis évidemment, la rétroaction, il y en est question là-dedans, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Là. C'est tout, ça a été comme. Ça a comme c'est comme revenu sur le dessus de la pile là, par quelqu'un là, dans mon réseau LinkedIn de ce matin. Là. Je vais mettre le lien. Moi, je vois un commentaire écrit, Véronique Chedillon-Farinacci qui dit « J'aimerais vous entendre par rapport aux caractéristiques d'une rétroaction aidante qui influence directement à la hausse la motivation des apprenants, par exemple dans un contexte où les apprenants sont obligés de suivre une formation, car elle est obligatoire, au niveau des pointeurs spécifiques. » La première chose qui me vient à l'esprit avec une telle question, c'est toute la notion de le contexte dans lequel la formation doit être suivie. Il y a des éléments de culture organisationnelle, de comment est-ce qu'on s'installe dans ce contexte d'obligation à le suivre. Est-ce que ça se fait en groupe? Est-ce que ça se fait individuel? Quel sujet? Je sais concrètement, dans notre talk 21, on n'a pas voulu justement imposer de dire, ben la formation, vous devrez la dispenser de cette façon ici. Parce que chaque milieu est différent, chaque milieu a ses réalités et aussi ses visées de formation. Donc, on a développé une matrice qui donne un regard 360 qui permet au milieu de dire, ah, chez nous, par rapport où est-ce qu'on veut aller avec ça, puis par rapport au plan de match, s'il y en a un, ben, on pourrait le prendre de telle ou telle façon, que ce soit de façon animée, co-animée, individuelle, sujet imposé, sujet libre ou quoi que ce soit. Et quand vous demandez au niveau des pointers spécifiques, moi, immédiatement, puis Maxime, tu m'as déjà entendu dans cette anecdote-là au tout début, il y avait un établissement qui avait imposé ou rendu obligatoire de suivre une formation de cadre 21 ici avec son équipe. C'était son choix de le faire. Et il y avait notamment un enseignant un peu réfractaire, puis ça ne lui tentait pas trop de suivre une formation. On est au secondaire et puis cette personne-là devait justement la suivre. Et faire une longue histoire courte, cette anecdote-là, c'est qu'il y avait une question, et une des questions qu'on demande notamment au deuxième niveau, si votre activité que vous avez expérimentée, si c'était à refaire, que feriez-vous autrement? Et dans cette posture de OK, qu'est-ce que j'apprends de ceci pour pouvoir ensuite continuer, pour susciter la réflexion. Et cet enseignant-là, qui avait eu à faire une activité dans le sujet, je pense que c'était classe inversée, à la question « Que feriez-vous autrement? » Eh bien, il nous a répondu 4 lettres. Rien. OK? Bon, tu reçois ça. Est-ce que tu reconnais? Est-ce que ça fait, tu sais, quand tu avais le temps de reconnaître ou pas l'atteindre? Et le pointeur, le conseil, c'était la nature bienveillante de comment est-ce qu'on répond à ça. Et je me souviens très bien parce qu'avant d'avoir nos responsables, j'en ai fait un peu moi-même. Je dis, cher monsieur Untel, merci beaucoup pour votre réflexion dans ce sujet ici. À la question 3, je vous invite à développer votre argumentaire. Il me fera tellement plaisir de vous relire. Bonne continuation. Et le monsieur a répondu par courriel, ça l'avait rejoint rapidement.
Et il avait expliqué dans un paragraphe pourquoi, d'après lui, l'activité qu'il avait faite était correcte pour telle et telle et telle raison. Mais vous savez quoi? Par rapport aux critères, ben, ça rencontrait les critères et puis il a reçu son badge dans ce cas-là. Mais pas la morale, mais la conclusion de cette anecdote-là, c'est que la directrice pédagogique de l'institution, une personne que je connaissais, elle m'appelle quelques semaines plus tard pour me dire, Jacques, je sais là, que vous avez eu à interagir avec cette personne-là et nous, chez nous, ça fait des années qu'on essaie de l'amener à s'ouvrir sur du développement professionnel, puis c'était fermé comme une huître, bien serrée. Mais là, il y a comme une ouverture qu'on voit, on constate quelque chose depuis quelques semaines, un peu comme la fameuse phrase de Leonard Cohen, hein? Il y a une brèche dans tout, c'est comme ça que la lumière entre. Et elle dit, là, maintenant, là, on peut travailler avec lui dans le temps. Mais je trouvais ça fort intéressant comme commentaire entendu, parce qu'il y a eu cette ouverture-là et que cette personne-là s'est sentie respectée par rapport à qu'est-ce qu'elle avançait, puis elle a voulu, donc, de façon itérative. Donc, dans un contexte d'obligation à suivre une formation, la façon qu'on a pu réagir à ce que la personne qui, a priori, semblait bien fermée, mais ça a eu un impact positif. Donc, c'est un exemple. Encore une fois, c'est une autre anecdote, mais je la trouve quand même parlante. Merci pour votre question, Mme Véronique. Est-ce qu'il y a autre chose, Maxime, que tu vois sur ton radar? Beaucoup de merci, en tout cas, dans le clavardage. Puis on en est bien heureux d'avoir cette rétroaction-là, là, justement, là, très instantanée là, sur le midi qu'on vient de passer ensemble. Puis évidemment, là, là, je vois. Ah, il y a Kim ici là, qui soulevait là, que souvent, je présume, les apprenants, n'ont jamais appris les aptitudes à s'auto-évaluer selon des critères précis et trouver des preuves de bon rendement. Puis c'est ça, je pense que ça fait référence au fait que ces stratégies métacognitives-là, moi, c'est ce que j'ai marqué en commentaire, c'est pas inné. Là, c'est des choses qui s'apprennent, puis un peu comme je le soulevais tout à l'heure, c'est une dimension qui peut être travaillée à tout âge. Là, puis il est jamais trop tard, dans le fond, pour apprendre à bien s'auto-évaluer. Puis d'autant plus dans un contexte de formation continue aussi, où est-ce qu'on se repositionne nous-mêmes comme un apprenant. Fait qu'évidemment, cette capacité d'auto-évaluation, elle devient importante. Là. J'aimerais ça revenir sur le hamburger. Hein, à l'époque, nous autres, on appelait ça un sandwich, mais le sandwich, c'était beaucoup plus simple que ce qui nous a été présenté par Marie-André. C'était que simplement dire aux entraîneurs, aux gens, on a tendance à critiquer par le négatif. On veut être constructif, mais on dit des choses négatives. On pointe tout ce qui ne va pas. Bien, il faut changer absolument d'attitude. On commence par un compliment. On donne un point constructif, on finit avec un compliment. Donc, ça revient au sandwich, ça revient au hamburger. Le hamburger était beaucoup mieux présenté, mais aussi, c'est le B du USB. Là, c'est vraiment la bienveillance. Moi, c'est ce que je retiens là, de cette présentation, entre autres, là, l'aspect qu'on cherche à être constructif dans notre rétroaction. Puis regardez même dans des contextes de coécriture, dans un document quelconque où on a travaillé quelque chose. Et dès le départ, où on le dit de façon explicite là, que chacun va commenter, on va aller en mode révision, par exemple, dans un traitement de texte, là, pour pouvoir commenter, mais de savoir que si la personne, justement, propose autre chose ou c'est pas parce que tu t'es trompé, voici la bonne réponse. C'est plutôt on a fait ça ensemble, puis si on ajoute ici cet élément de plus, ben ça va juste parfaire façonner notre document. Donc, c'est bel exercice d'humilité de rester humble finalement dans cette co-élaboration-là, parce que justement, la rétroaction dans un contexte d'écriture collaborative, puis que le but à l'autre bout, c'est de sortir avec un document quelconque finalisé, ben justement, il y a peut-être quelques lâcher prises à faire au départ. On met notre ego de côté, puis de savoir que l'équation 1 plus 1 égale 3. C'est mon idée avec ton idée, mais il y a une troisième idée qui émerge. Donc, on retrouve ça aussi dans ce contexte. C'est pour ça qu'on avait mis justement l'écriture collaborative dans l'exemple de sujets transversaux.
Moi, ça fait le tour pour moi. Bien, messieurs, il reste à vous remercier pour un excellent atelier. Hein? Puis, on rappelle que vos formations sont en ligne, sont gratuites pour tous les enseignants au Québec. Et puis, Jacques et Maxime font le meilleur réclame de ça. Nous, au Et REFAC, on les est vraiment enseignants, contents. et les enseignants dans les juridictions francophones de tout le Canada. Là. Oui, faut pas oublier ça. Tout à fait. Et alors, un gros merci. Hein? C'est très apprécié de vous avoir aujourd'hui. On va vous envoyer le compte-rendu d'atelier sous peu. Et puis, à tout le monde, une bonne continuation. Merci encore, Jacques et Maxime. Merci, Robert. Merci, Robert. Au revoir.